Madagascar brûle-t-elle? Des milliers d'hectares sont en feu. La fumée recouvre le pays. Le soleil ne perce plus. La nuit est présente dès 14 heures de Anosibé à Tananarive. Pourquoi détruire la forêt? Étendre les territoires cultivables. Cela se fait depuis la nuit des temps. Chacun ne connaît que cette façon de cultiver. Le sol est fertile sous ces forêts. Ils le savent. Mais si le taux de fertilité est à 100% immédiatement après un brûlis, il n'est plus qu'à 5% 5 années plus tard. Le terrain est alors abandonné, soumis à une érosion très préjudiciable. Il faut savoir que la forêt retient l'eau. Tout d'abord pour satisfaire les besoins de son développement forestier. Et surtout, la forêt contribue à retenir l'eau dans les sous-sols. Le résultat immédiat de cette déforestation se traduit par une réduction du débit des sources et une réduction de l'alimentation des rivières. La fabrication du charbon amplifie le déboisement. Les 3/4 des foyers de Tananarive ont besoin de charbon. Ce sont des millions de tonnes qui sont déposées le long des routes. Les sacs de charbon attendent le passage des citadins. Une famille avec 2 enfants consomme en moyenne un sac de charbon par mois. Ce combustible représente aussi l'unique source de revenus pour les ruraux. Madagascar doit-elle continuer à brûler pour ses cultures et son charbon? Peut-on arrêter ce désastre? Madagascar, ce n'est pas que ce bilan. C'est aussi 50 000 km de route. Seulement 1700 km sont goudronnés, mal entretenus. Les pistes sont défoncées. Les ponts en bois se détériorent sous les coups de butoir des camions. Ces pistes ne sont pas praticables pendant la période des pluies de novembre à avril. Pendant 5 mois, la population se trouve isolée. « 893 km de voies ferrées. Aucune modernisation depuis sa construction en 1890. La voie ferrée n'est utilisée que pour le transport des marchandises, à petite vitesse et au compte-gouttes. Les trains de voyageurs sont rares, 2 trains par semaine de Tana à Tamatave, les 2 principales villes de la Grande Île. Madagascar n'a donc pratiquement aucune voie de communication intérieure. Pendant ce temps, la population croît à une vitesse impressionnante, passant de 3 à 20 millions d'habitants en 60 ans. Le taux de fécondité est de 5 enfants par femme. Les enfants de moins de 18 ans représentent la moitié de la population. Alors que l'on comptabilise 35% de décès liés à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans,
92% de la population dans l'ensemble de l'île vit avec 1,5 € par jour. « 7 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable. 12% des ménages ont accès à l'électricité, seulement 4% en zone rurale. Madagascar, pays qui pourtant promit un bel avenir sur la base de son capital humain et naturel, est aujourd'hui le pays le moins performant parmi les nations qui ne sont pas exposées à un conflit armé. Que s'est-il passé pendant ces 5 dernières années ? Une aggravation de plus de 50% de la malnutrition aiguë des enfants dans certaines zones. Une augmentation de 600 000 enfants non scolarisés. Une dégradation accélérée des infrastructures routières. Un affaiblissement visible de l'état de droit. Une recrudescence de la délinquance. Une envolée du commerce illicite des pierres et des bois précieux, comme le trafic mafieux du bois de rose. Une absence de garde-fous à la corruption, des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Pourquoi en est-on arrivé là ? Remontons à la période de colonisation de 1896 à 1960. Ce fut une période de développement sous la direction du général Gallieni. Gallieni a contribué à pacifier l'île. Il est à l'origine du premier chemin de fer de Tananarive à Tamatave, du réseau routier, de l'Institut Pasteur et des écoles. Cette période coloniale est marquée par des mouvements de lutte pour l'indépendance. En 1947, l'insurrection est extrêmement violente. La répression menée contre la résistance du peuple malgache aurait fait 80 000 victimes. À Tananarive, quelques jours plus tôt, M. Tsiran, président de la République malgache, et M. Foyer, représentant le gouvernement français, avaient paraphé des accords qui consacrent l'indépendance de Madagascar. Le 26 juin 1960, c'est le jour de l'indépendance. Se succèdent alors les présidences. De 1996 à 2001, Madagascar fait 4,3% de croissance annuelle moyenne. Malheureusement, ensuite, se suivent une série de fautes politiques sous Ravalomanana et Andry Rajoelina qui vont être à l'origine de la présidence autoproclamée de Rajoelina, du mouvement Orange, avec 28 morts lors de l'attaque du palais en 2009, de l'exil de Ravalomanana en Afrique du Sud. Et finalement, Rajoelina est promu président de la Haute Autorité de Transition en attendant une nouvelle élection qui devait intervenir dans les 2 ans. Cette période d'attente des élections aura finalement duré 5 ans, période d'absence totale de gouvernance. Ce fut une dérive à tous les niveaux, expliquant la catastrophe économique, humaine, qui a plongé Madagascar dans l'abîme où elle se trouve actuellement. La triple crise économique, sociale, politique, qui perdure depuis 2009, entraîne une dégradation des conditions de vie de la population et accroît la vulnérabilité des couches les plus pauvres.
Fin 2013. Élection présidentielle. 33 candidats, dont 2 femmes. Bulletin unique. Deuxième tour le 15 décembre. Ce sera le dauphin de Rajolina qui est élu en décembre 2013. Quels espoirs peut-on mettre dans le nouveau président Heri Rajonarimampianina, qui était lors du précédent gouvernement le ministre des Finances et du Budget? Pour cette raison, une multitude d'ONG, d'associations couvrent le pays, prenant en charge l'enfance, l'aide rurale, l'environnement et la solidarité. En France, on est étonné d'être sollicité de toutes parts pour aider Madagascar. Le pays ne survit que grâce à l'aide des ONG. Sans gouvernement depuis 5 ans, il n'y a plus aucune action collective. La population est bien en état de survie. Il est vrai qu'il y a plusieurs associations, plusieurs ONG, mais la situation réellement le demande. Il y a tellement de misère, il y a tellement de pauvreté. Il y a eu une démission totale aussi de l'État, il ne faut pas le dire, pendant ces 5 années de crise, pendant la transition. Et donc cette pauvreté, ça s'est creusé. Et donc ça explique la multitude de présence d'ONG et d'associations sur place. Le père Pedro, d'origine slovène, élevé en Argentine, est à l'origine de l'association Akamasu. Merci à cet amour des dieux. Cette association malgache, créée il y a 25 ans, est l'exemple de ce que doit être une action humanitaire. Il a créé une entreprise autosuffisante, donnant à chacun un travail rémunéré, leur permettant de regagner leur dignité. Actuellement, c'est 3000 familles, 25 000 habitants qui vivent dans 18 villages construits par les déshérités. Les gens travaillent sur place, dans des carrières proches, mais aussi à distance, aidant alors d'autres œuvres humanitaires. Sur place aussi, on rencontre quelques Malgaches habités d'une volonté farouche, désintéressée, portés vers une démocratie constructive et vers une reconstruction du peuple malgache. L'histoire de l'un de ces princes de l'humanité va nous guider vers Ampasimanev. Rado, 39 ans, est profondément sensibilisé par l'écosystème et la biodiversité. Ses études de sciences naturelles et de biologie l'ont conduit à l'université de Rennes afin d'y poursuivre ses études et soutenir sa thèse. Il est séduit par l'importance biologique des chauves-souris. Ces mammifères volants qui se nourrissent de fleurs et de fruits disséminent les graines de ces plantations et au final pollinisent les fleurs, les arbres et énormément de plantes. Ils sont par exemple responsables de la pollinisation de 6 espèces de baobabs de Madagascar, tous endémiques. C'est dire leur importance capitale dans la nature. Ce sont les chauves-souris frugivores qui seront au centre de la thèse de Rado. Il nous démontre l'intérêt de la protection de ces mammifères. Elles sont en péril car chassées dans l'unique but de les manger. Les feux de forêt détruisent leurs sites d'habitation et leurs garde-manger, ce qui les oblige à abandonner leur région d'implantation. Rado a étudié les gîtes où cette espèce établit des dortoirs diurnes en procédant à des visites multiples au cours d'une période de 5 ans. Rado a donc découvert Ampasimanev, village de 2000 habitants, qui fait partie des villages déshérités, oubliés de la civilisation. Les villageois ont vu leur premier homme blanc en 2012, dépêché par l'association A Better Life for Children. Incroyable, inimaginable, autant de personnes en dehors du monde.
Leurs conditions de vie sont celles des temps anciens. Le village est isolé, particulièrement pendant la période cyclonique. Les difficultés d'accès ont voué ce village à l'abandon. Ni eau, ni électricité. Aucun médecin malgache n'est venu depuis des années. En 2010, un cyclone a détruit les structures du collège qui accueillait 200 enfants. Pour comprendre les difficultés d'accès, faisons le trajet en partant de la capitale vers Ampasimanev. De Tananarive à Moramang, 120 km, il faut un minimum de 3 heures pour faire le trajet, c'est-à-dire une moyenne de 40 km/h. Moramang est une ville importante, préfecture de cette région, dont la marque extérieure la plus visible est d'être envahie par les cyclopousses. En sortant de Moramang, on prend une piste, se dirigeant plein sud, qui va nous amener à Anosibé-en-Ala. Cette piste de latérite, longue de 71 km, est défoncée, avec des passages de rivières hasardeux sur des ponts instables. C'est près de 4 heures de 4x4 qu'il nous faudra. Avec les taxis-brousses, il faut compter de 6 à 8 heures dans un confort très modeste. Il faut une journée de transport pour atteindre cette destination en partant de la capitale. Anosibé-en-Ala est la sous-préfecture dont dépend Ampasimanev. Elle possède des bureaux administratifs, une poste, une prison, des cafés, une pharmacie, un hôpital et un marché aux denrées relativement abondantes. Il nous faudra profiter de ce passage pour nous approvisionner, si on veut avoir quelques denrées à consommer plus tard. Cette bourgade est la ville de base d'Ampasimanev. Les camions, pendant la bonne saison, y déversent les matériaux élémentaires. Ainsi donc, Anosibé est un centre de ravitaillement pour les villages éloignés. Son hôpital est pourvu d'un bloc opératoire, d'une maternité. Dans le CHRD, il y a une maternité qui a pour l'année 2012, pour la totalité du district, l'accouchement c'est 546. D'un laboratoire, d'un centre de radiologie. Il n'y a pas d'échographie ici, mais nous avons besoin. Et d'un service de médecine. Leurs moyens sont limités, que ce soit en personnel ou en technique. Le problème ici, c'est le personnel. Et ça, c'est pour les ministères qui organisent et qui régularisent ça. Mais... C'est l'unique centre de soins pour toute la région. Le soir, à partir de 18 h, il n'y a plus d'électricité. Le fioul qui alimente le groupe électrogène est rationné.
Le travail se fait à la bougie. Cet enfant-là, il a eu des problèmes de cellulite. En ville, on ne croise que des Malgaches. Le tourisme ne s'est pas encore intéressé à cette région. Une nuit à l'hôtel avant de reprendre la route est indispensable. Pour atteindre Ampasimanev, on prend la piste qui se dirige plein ouest. C'est obligatoirement à pied qu'il faudra cheminer. Des obstacles infranchissables sur la piste empêchent de faire passer les 4x4 et les motos tout-terrain. La piste est relativement plate pendant les premiers kilomètres jusqu'au village d'Ambodiara, où notre passage est salué par le musicien du village. C'est après Ambodiara que la piste attaque de front la montagne. Et c'est en passant de colline en colline qu'on atteint le village. Il faudra traverser des zones de forêt tropicale, puis franchir des rivières ou des ravins, des crevasses sur des troncs d'arbres. Patauger dans des zones marécageuses. Escalader de fortes pentes. Des vallées des descentes qui deviennent épouvantables en période de pluie, voire même impossibles à franchir. Il faut 5 heures pour un marcheur aguerri, c'est-à-dire un habitant d'Ampasimanev. Pour un marcheur modeste, il faut compter 8 à 9 heures de marche pour faire les 24 kilomètres. C'est donc de bonne heure qu'il faut partir d'Anosibé pour ne pas se faire surprendre sur la piste par la nuit. Cette notion de distance, de difficulté du parcours, donne sa spécificité à Ampasimanev. On pourra parler d'isolement. C'est vrai pour le commerce, c'est aussi vrai pour acheminer des matériaux, et c'est encore plus vrai pour un problème de santé. Le franchissement du fleuve Mangourou nous indique la proximité d'Ampasimanev.
Sous la bénédiction de l'église s'étale le village de Payotte. Les constructions abritent 2000 habitants. Leur structure est un bâti de bois recouvert de terre séchée. Le sol est en terre battue. Les hôtes nous accueillent toujours très gentiment dans leur demeure. C'est rudimentaire, pauvre. Le feu dans un coin sans cheminée noie la case dans la fumée. Peu de vêtements. Ils sont en très mauvais état. Parfois un lit, parfois une natte. Ils sont 4, 5, 8 dans les cases de 3 mètres sur 3. Ils sont 7. Leur pauvreté est impressionnante. Quelques-uns, très peu nombreux, sont plus riches. Le lit possède un sommier. Il y a dans la cour un cochon, ou une poule, ou des oies. Un seul troupeau de zébus erre à proximité du village. La vie s'arrête vers 18 h, faute d'éclairage. La population a regagné les cases où s'organise la vie autour de la lampe à huile ou tout simplement éclairée par le foyer. La vie commune est organisée autour de 3 autorités. Le maire, qui est élu pour 4 ans, est responsable des recettes fiscales. Il coordonne les projets de son village, du dispensaire, des écoles. Je remercie beaucoup M. Tonton Jules qui nous amène des progrès de développement, comme la construction de CESE et des centres de soins aussi. Il nous apportera des lumières comme l'électricité, de l'eau potable à boire surtout. Ampassimandève fait partie d'une commune qui regroupe 3 autres villages voisins sous la responsabilité du chef Foukontani. Le Tangalamena est le chef traditionnel. Il possède une place très respectée. C'est le Tangalamena, le chef traditionnel du village. Et il s'encarage aussi. Il est l'intermédiaire entre le ras, les anciens, l'ancêtre, et ce qui est vivant. Il est l'intermédiaire entre les deux. Le Tangalamena, c'est le peuple, c'est la population qui décide qui va être le Tangalamena. Et quand il fait vieux... Sa bénédiction est nécessaire pour tout ce qui est entrepris. Mariage, construction, terrain. Il demande l'avis des ancêtres. Il faut avoir son avis pour tout. Où faut-il mettre la porte? Face au soleil couchant? C'est lui qui décide. La propriété des terrains est en principe sous la responsabilité de la capitale de la région, Muramang. En fait, l'agriculteur s'approprie le terrain marqué par son travail de défrichement qu'il réalise selon ses besoins d'année en année s'il désire développer ses cultures sans que personne ou qu'aucune autre autorité n'intervienne. Au fil du temps, les terres cultivées deviennent de plus en plus éloignées du village. L'agriculteur alors est contraint de construire une deuxième case au contact de ces terres pour y vivre en famille pendant la saison du travail dans ses cultures.
les marchandises. Parce qu'actuellement, un peu d'argent pour compléter. On retrouve dans le village, en dehors des agriculteurs, quelques commerçants et quelques artisans. Comme ça. Là. Les femmes fabriquent des nattes, travaillent le raffia, font sécher le poisson. Elle s'occupe essentiellement de la famille, souvent très nombreuse, et de l'environnement de la cuisine. Piler le riz, piler les bananes, ramasser le malt, faire le café. Beaucoup sont à défricher, brûler, préparer les cultures futures. Les hommes et les femmes travaillent de concert. Mais dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que les hommes sont de grands paresseux. Les produits des cultures sont utilisés pour leur consommation propre. Ils ne sont pas vendus à l'extérieur, en dehors du café et du rhum. Le riz est la culture essentielle et la base de leur alimentation. L'agriculture est tributaire des intempéries, des cyclones et aussi des invasions par les criquets. Ils cultivent aussi le manioc, le maïs, les haricots et taros. La banane et produisent un rhum local. L'orpaillage, activité illicite et largement répandue dans le village, est source d'un complément de revenus. Un gramme d'or, c'est 30 €. 30 grains de riz est son équivalent poids. 30 €, c'est aussi le gain moyen par famille et par mois. 1 € par jour pour une famille. Les vendeurs de rhum local sont aussi très nombreux. Ce commerce est aussi illicite et toutefois bien accepté. Le litre se vend à 1200 ariary, sauf le jour du marché, où le prix grimpe à 2000 ariary, 70 centimes d'euros. À ce prix, le rhum est très cher pour les villageois. Dans le village, les habitants achètent les produits de base dans les épiceries. Ils sont tellement pauvres que les achats sont fondés sur l'absolue nécessité des besoins de la famille. Les commerçants s'approvisionnent à la ville d'Anosibé en Ala. En une journée, les hommes ou les femmes font un aller et retour en portant leurs achats à travers la montagne.
Le mardi, c'est le jour du marché. Quelques habitants ont leur étal pour y vendre leurs produits. Beaucoup de commerçants viennent soit des villages environnants, soit de la ville d'Anosibé et aussi de beaucoup plus loin. Les écoles d'Ampassimanève dépendent du chef Cisco, Jean-Viève d'Anosibé. Pour assurer les coûts, les parents d'élèves vont payer à leurs propres frais les personnels enseignants. Il y a les problèmes sociaux, surtout concernant l'adduction d'eau potable, la santé. On compte 262 élèves en primaire, 73 au collège dans le village. 13 partent chaque année pour continuer leurs études à Anosibé. Les constructions existantes en dur ont été construites il y a 11 ans à l'aide de la FID, Fonds d'intervention et du développement. Le dispensaire a bénéficié de cette aide à cette époque. Le collège a été détruit il y a 2 ans lors d'un cyclone. Les leçons du collège sont actuellement dispensées dans ce vieux bâtiment construit en bois et dans l'église située sur la colline. Les résultats de cette année, 2014, ont été bruyants, puisque 87% des élèves ont été reçus au BEPC. Pour cette année à Ampassimanève, sur les 13 élèves qui continuent leurs études à Anosibé, aucun ne va poursuivre des études à Muramang ou Tananarive. Tous reviendront au village pour vivre et y retrouver leurs coutumes ancestrales. La santé se résume en une simple équation. Dans ce village très isolé, sans aucune communication, une maladie sérieuse se solde par le décès. Le village n'a pas de médecin. Un responsable de la santé n'ayant aucune formation entretient les locaux du dispensaire et fait quelques actions paramédicales. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau à l'hôpital? Dans la rivière. Vous collectez l'eau dans les rivières? Oui.
Pour les femmes qui accouchent, vous allez faire comment? Est-ce qu'il y a une lumière la nuit? La bougie. Vous utilisez la bougie? C'est pas assez pour illuminer la salle? Pas de Petromax? Pas de Petromax. Pour eux, une fièvre, c'est un palu. Le paludisme et les diarrhées sont les causes majeures du décès, surtout pendant la saison des pluies, de novembre à fin mars. Ils n'ont aucun moyen pour rendre l'eau potable. Ils sont donc à la merci de la qualité des eaux des rivières qui les encadrent. La saison des pluies est donc une grande pourvoyeuse de dysenterie. Une femme vend quelques médicaments et quelques potions. On ne connaît pas leur provenance et leur mode d'utilisation est au bon vouloir de la pharmacienne locale. La grande majorité des accouchements est faite dans les cases par les Renin-Jaza. Les autres sont réalisés au dispensaire. Combien d'accouchements normaux? Les décès des nouveau-nés ne sont pas pris en compte. Ils n'ont pas de sépulture. Ils sont enterrés dans un endroit caché à la mer. Ce n'est qu'après le 3e mois que la naissance est déclarée à la mairie. En revanche, les décès ne sont pas enregistrés. Les croyances religieuses se partagent entre les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah et les autres qui suivent la pratique des anciens, le Fumbadrazana. Le Fumbadrazana est habité de légendes. Certains croient que dans le réservoir d'eau qui va servir à alimenter la turbine hydroélectrique se trouvent des sirènes qui vont capturer les hommes. Ils pratiquent les offrandes dédiées aux ancêtres. Celles-ci sont amenées aux cornes de zébu en bois. Elles seront une bénédiction pour l'agriculteur. Il ne manquera pas de nourriture. Fait abattre un taureau pour la témoin de la cérémonie. 3 caveaux mortuaires réunissent les morts du village. La terre devant le caveau sera déblayée avant d'ouvrir le portillon qui donne accès au sépulcre. On les emballe dans des tissus spéciaux que j'ai fait aux morts. On le glisse dedans. La tête la première, c'est la tradition. Il y en a 3 tombeaux pour le village. On a séparé les femmes et les hommes. Au sud du tombeau, c'est pour les hommes. Et au nord, c'est pour les femmes. Ce sont des stèles à la mémoire des défunts. Chaque stèle représente une personne. À Ampasimanev, on ne pratique pas le retournement des morts. Sous l'arbre, chaque pierre représente donc la mémoire d'une personne. Elle est posée 15 jours après le décès. C'est l'occasion d'une réunion familiale et l'occasion de partager le rhum. Tous les enfants malgaches subissent la circoncision. C'est la coutume. Elle est pratiquée par le plus ancien de la famille, ou le Rinjaza. La peau est récupérée, mise dans une banane et avalée par le grand-père, le père ou le frère aîné. À poursuivre les chauves-souris renards, Rado a été amené pendant 5 années de travail scientifique à séjourner dans Ampasimanev à de nombreuses reprises. Bien évidemment, les contacts avec la population, avec les responsables, avec les enseignants,
ont été l'occasion de faire l'analyse de l'existant et des besoins. Si la population est pratiquement autosuffisante au plan alimentaire, le riz étant leur aliment de base, si l'école est dans l'ensemble bien organisée, les enseignants font un travail remarquable, Rado constate que la population, extrêmement pauvre, est dépendante de la qualité de l'eau de la rivière, de l'absence totale de soins médicaux, de l'absence complète de voies de communication et de l'absence de l'énergie électrique. Bonjour. Il note toutefois l'existence d'une magnifique chute d'eau. Lors de ses différents séjours, le maire lui demande s'il ne serait pas possible de trouver un financement pour faire un collège d'enseignement général en dur, résistant aux cyclones. Cette demande réitérée sera l'origine d'une succession de rencontres voulues ou fortuites. Voilà dessiné un terreau propice à une nouvelle histoire. Et donc, d'après pour leur solution. C'est là qu'intervient un autre phénomène, Gilles Pouvreau. Cet homme de 70 ans a parcouru le monde pendant 40 ans, en particulier l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Je suis particulièrement sensible aux injustices qui règnent dans de nombreux pays. Madagascar est pour moi un des pays les plus porteurs de ces injustices et d'abus de toutes sortes. J'ai donc décidé d'œuvrer pour les enfants les plus démunis en leur facilitant l'accès à l'eau potable et en soutenant la cause de la biodiversité. Avec mon expertise d'ingénieur, j'ai pu réaliser à Madagascar un pont pour désenclaver 3 villages, un orphelinat à Tuléar, un complexe scolaire en Bruymassur. Tout est parti d'une rencontre avec Gilles, suite à une de ses mails me faisant part de son besoin de cuisine à bois économique pour un petit village appelé Manakanda. Rado, spécialiste de l'écosystème malgache, est particulièrement touché par le dramatique problème de la déforestation qui ravage Madagascar. Par la suite, j'ai réalisé mon doctorat en biologie en Bretagne, en France. Et Gilles et moi, nous avons appris à mieux nous connaître puisqu'il habite à Pornic. Rado avait commencé dans le village la formation des adolescents à d'autres formes de culture. Soja, manioc, jardin potager et à des opérations de reboisement. Il avait passé un accord avec les villageois, à savoir arrêter définitivement la destruction des forêts sur la commune contre la reconstruction du CEG et la mise en place de l'électricité. Gilles est touché par ce projet, dans ce village bien particulier, village oublié. Et ainsi, nous avons alors décidé de mettre en commun nos efforts pour mettre en place des actions humanitaires à Madagascar. Il cherchait des moyens financiers en France avec son association Better Life for Children. Et de mon côté, je faisais des mises en place et des suivis de toutes les activités à Madagascar avec notre association appelée Aruvelna, ce qui veut dire protéger les vivants. Une visite sur les lieux va permettre d'imaginer les besoins du village. Finalement, que faut-il faire pour amener un peu de confort et désenclaver le village ? Il m'est apparu important de fournir en premier lieu de l'énergie électrique. La solution qui sera retenue est la turbine hydroélectrique. Les panneaux solaires comportant dans cette situation trop de points négatifs. L'eau ne manque pas, même l'été en saison sèche. Une rivière court à fort débit et présente des chutes qui peuvent faire concevoir une utilisation de leur puissance canalisée dans une conduite forcée. Entre le site d'eau ici, ça fait une dénivellation de 30 mètres.
Après expertise, l'utilisation d'un dénivelé de 23 mètres peut produire une puissance électrique de 8 kW, ce qui est suffisant pour un projet électrique mesuré. Il a donc été retenu d'équiper les écoles primaires, le collège, le centre communautaire et des points d'éclairage dans le village, en particulier au niveau des points d'eau. La centrale hydroélectrique, édifiée à proximité du cours d'eau, sera alimentée par une conduite forcée de 550 mètres. L'électricité sera distribuée par 2 km de câbles enterrés. Gilles, ayant besoin de compétences en énergie hydroélectrique, a donc contacté EDF. Le projet présenté par Rado et Gilles a été retenu par la fondation EDF. Le responsable des opérations d'EDF Help, branche humanitaire de la fondation EDF, a confié rapidement la mission à son équipe encadrée par Constant Giraud, ingénieur hydraulicien. Tous les trois, Bernard, Gilles et Constant, se sont rendus sur place pour étudier la conception. Ils ont participé aux discussions techniques qui aboutiront au choix de la turbine la mieux adaptée. Il est relativement aisé de mener un projet technique pour une entreprise comme EDF. Le plus difficile, c'est de le faire avec les populations locales, puisque c'est l'objectif d'EDF Help. On est dans une logique de transfert de compétences et de faire en sorte que ce que nous leur apportons puisse être dupliqué et surtout assurer la pérennité de nos ouvrages. C'est pourquoi nous avons demandé à Gilles Pouvreau, dès le démarrage du projet, de se rapprocher de Akamasu, l'association du père Pedro, pour faire en sorte que ces techniciens puissent non seulement participer à la conception, mais à la réalisation de l'ouvrage. Tout ceci dans l'objectif qu'ils puissent assurer ensuite la maintenance de cette centrale hydroélectrique. Et ce CEG. Ce CEG détruit, la demande du maire est trop forte pour en faire l'impasse. La reconstruction du CEG a donc aussi été décidée par A Better Life for Children, qui veut en faire une construction solide, accueillant dans de bonnes conditions les élèves jusqu'au BEPC. Il est décidé de créer un local communautaire comprenant un centre de soins destiné à remplacer l'existant trop désuet et trop éloigné. Un espace maman-bébé, une zone communautaire où la population se retrouvera pour utiliser les machines à coudre, les ordinateurs et les recharges batteries. Il faut aller chercher l'eau à la rivière. L'eau n'est pas potable. Et pourtant, les villageois n'ont que cette eau pour leur consommation. Il a été proposé de récupérer l'eau issue de la conduite forcée, de la conduire dans un filtre pour la rendre potable, la stocker dans des réservoirs, puis de la distribuer. Gilles s'est donc rapproché de Suez Environnement, qui, par l'intermédiaire de sa branche Aquassistance, association des salariés de l'entreprise Suez, a étudié la faisabilité. Après l'étude du projet, Aquassistance a fourni tous les conseils et décide de se joindre au projet et de participer financièrement. Le réseau alimentera plusieurs bornes fontaines d'eau potable disséminées le long de la rue principale et dans les zones scolaires. Ce projet sera réalisé en 2014-2015. En même temps, on construira un local avec lavoir et douche et des latrines. Le budget global pour l'ensemble de tous les travaux sur la période 2012-2015, comprenant aussi l'apport de l'eau potable, s'élève à 265 000 €. L'association A Better Life for Children est une association très petite, dont les frais de fonctionnement sont inférieurs à 2%. Ce n'est pas un exploit, ce n'est que le juste reflet du respect des responsables vis-à-vis de ses bailleurs, de ses donateurs, et aussi vis-à-vis de ceux qui en sont les bénéficiaires.
Parmi les différentes actions menées à Ampassimanev, l'électrification du village restera la plus spectaculaire. Le matériel a été stocké dans des bâtiments du district d'Anosibé. Heureusement, nous avons bénéficié d'un énorme soutien des autorités de l'éducation malgache et des différents responsables sans qui le matériel n'aurait pas été à l'abri des vols ou des dégradations. La journée a déplacé 650 personnes. Dans la semaine, ce sont 1800 allers-retours qui ont été nécessaires pour transporter la totalité du matériel. Les plus forts ont porté les charges lourdes. Les femmes ont été aussi très utiles. Chacun a transporté ce qui est accessible à sa force physique. Ce sont uniquement des villageois d'Ampassimanev qui sont descendus du village pour retourner dans la même journée avec le matériel. C'est pour un voyageur 52 km de marche difficile dans la même journée. Il n'est pas question de rester à Anosibé la nuit, c'est bien trop cher. Pour l'environnement de l'énergie électrique ou les diverses constructions, ils ont transporté 100 pipelines en PVC de 250 mm de 6 mètres de long, 50 kg, 100 éléments de jonction des pipelines, les éléments métalliques des protections de la foudre et de manutention de la turbine, 550 tubes pour distribuer l'eau, 2000 mètres de fil électrique, dont 4 tourets de 80 kg, 600 mètres de gaine électrique et tous les coffrets, 14 tonnes de ciment en sac de 50 kg, 700 mètres carrés de couverture, 4 portes métalliques, 8 portes et 16 fenêtres en bois, 300 kg d'acier à béton, 750 kg de divers équipements pour la turbine, et il faut y ajouter l'outillage pour les travaux, les pelles, les pioches, les brouettes, la masse, le groupe électrogène essence, les outils de forge, et la liste est encore longue, comme la boulonnerie, les clés, le matériel de vie courante, comme la vaisselle, les matelas, la nourriture, et même de la dynamite pour faire sauter les blocs de rochers sur le parcours de la conduite forcée. Les personnes chargées de faire les travaux, l'équipe d'Aro Veluna et d'Akamasu, ont aussi assuré le transport de leurs équipements. Seule une partie de la turbine, pesant plus de 500 kg, sera héliportée. Le matériel progresse dans une ère plus accidentée, en particulier lors des franchissements des zones forestières tropicales. La très longue descente va permettre d'atteindre le fleuve Mangoro, où les piroguiers sont prêts pour la traversée de tout le matériel.
Les villageois restés au village sont bien évidemment présents pour saluer et accompagner l'événement. Ils suivront les porteurs jusqu'à l'école primaire, où une classe a été sécurisée pour l'entrepôt du matériel. Il fallait bien 1800 personnes pour effectuer cette immense tâche. Chacun recevra son dû, environ 3 € pour une journée de marche, en étant lourdement chargé pour le retour au village. C'est le tarif normal à Madagascar. Au mois d'octobre, la maison communautaire est en construction. Le travail est de qualité, avec de vraies fondations et des briques de fabrication locale. Les ouvriers d'Akamassu ont énormément travaillé. Le terrain n'est pas facile entre les rizières et la rivière où reposera la conduite forcée. Les tranchées sont creusées selon une pente déterminée par les mesures du conducteur des travaux. Sous la prise d'eau, il faudra dynamiter les rochers, creuser à la baramine pour enfouir le pipeline. La maison des énergies est prête pour recevoir la turbine. À partir de cette centrale, les tranchées recevront les câbles électriques qui répartiront l'électricité au dispensaire, aux classes, à l'éclairage des rues. Il faudra finir les travaux avant la période des pluies et des cyclones. Il reste donc à terminer la maison communautaire, le collège, le cheminement sous terre de l'énergie électrique et aussi le pont situé au contact de la maison des énergies. Les photos témoignent de l'avancée des travaux. Création du barrage sur la prise d'eau, pose de la conduite forcée, câble dans la tranchée, réfection du pont, dispensaire, CEG. En quittant Tana, nous passons chez le père Pedro pour recevoir sa bénédiction pour notre mission à Ampasimaneve.
On ne peut pas vivre dans l'obscurité. Alors amener la lumière, c'est amener l'espoir, c'est amener le progrès. Bonne chance, Dieu vous bénisse. Le parcours d'Anosibé vers Ampasimanev permet aussi des rencontres singulières. On découvre Ampasimanev de très loin. 1h30 est encore nécessaire pour y parvenir. Le village a bien changé. La maison communautaire est presque terminée. Les peintures sont en cours de finition. Le collège est en cours d'aménagement. On attend encore quelques bureaux qui sont acheminés par la piste. Le pont permet maintenant un passage facile vers la maison des énergies. La prise d'eau est terminée dans le bac naturel au pied des chutes d'eau. La conduite forcée est en place. Le centre d'énergie attend sa turbine. Les poteaux électriques sont bien présents. Le pont relie les deux parties du village. Qu'attendent-ils de ces montagnes ? La nuit tombe. La turbine est maintenant en place. Dès l'ouverture de la vanne, le miracle se produit. Toutes les ampoules s'illuminent.
Et soudainement, on s'émerveille de voir en pleine rue. L'étonnement fait vite place à une grande joie. La nuit vient de disparaître. À la fin du mois de juin, la pluie tombe, rendant l'accès à Ampassimànève encore plus compliqué. On ne peut manquer l'inauguration. Nos amis franco-anglais, Sylvie et Stuart, font leur tout premier voyage. Le prix de la découverte d'Ampassimànève est élevé. L'accueil des villageois est leur première récompense. Merci d'être avec nous. Thank you very much, Stuart, for coming. Voilà 2 ans que ce collège a été commencé. Et si ce collège est fait aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à Radon. À sa demande, quand il est venu me voir en France, nous avons créé notre association A Better Life for Children, qui est pour beaucoup dans le fonctionnement de l'association. Et surtout, il ne faut surtout pas l'oublier, EDF, avec M. Bernard Malherbe, qui, sur le projet d'Ampassimànève, a financé à lui tout seul 65% de la dépense. Nous avons accompli une partie de ce travail, mais ce n'est pas fini en Ampassimànève. Il y a l'eau encore à faire. Cela se fera l'année prochaine. Je voudrais remercier l'homme par qui tout a été possible. C'est notre ami Gilles. Gilles a fait l'impossible. Gilles a fait l'impossible. Merci beaucoup. Depuis la belle lurette. Les autorités ont honoré ceux qui ont accompagné financièrement ce projet
et ceux qui ont travaillé sur les lieux, en particulier Eric et Constant pour EDF, Samuel avec l'équipe d'Akamatsu et l'équipe d'Aro Velona. Si vous ne faites pas ça, l'eau et l'électricité, ce sera 800 millions d'arriérés qui s'en iront en fumée. Donc il faut que ce soit coupé. On donnerait un petit bout à Eric. On peut consommer encore 2 fois et demi ce que l'on a là. L'eau arrive ici. L'eau arrive là. Jusque là, on peut produire 10 kilowatts. 10 kilowatts jusqu'ici. Actuellement, on fait que 4 quarts. La turbine tourne sans discontinuer. Nous ne l'abandonnons pas. Un programme est instauré assurant sa pérennité. L'entretien de la turbine sur place est bien assimilé par Désiré et Mamie Soa. Ils savent désobstruer les grilles et redémarrer la turbine. C'est ma copine. La première phase des travaux est terminée et les conseils d'utilisation de l'électricité ont été délivrés en insistant sur le respect des horaires de repos la nuit et l'importance des nuisances sonores des appareils électriques. Ils pensent maintenant à ce qu'il va leur amener en complément. L'informatique, bien sûr, comme outil scolaire, la télévision, incontournable ouverture sur le monde, les machines électriques, les décortiqueuses du riz, les perceuses, les raboteuses, les réfrigérateurs, la recharge des batteries. Et puis, il y aura l'an prochain l'utilisation de l'eau potable, avec son cortège de bienfaits, surtout pour les petits, les premiers perturbés par l'eau polluée. Le budget n'est pas encore bouclé, mais Gilles sait qu'il y arrivera. Il y a tout lieu de penser que tous ces progrès vont inciter un médecin à demeurer sur place, et aussi inviter quelques jeunes à poursuivre leurs études dans la capitale. Ce sont eux qui permettront à Ampassimanève de passer du statut de village oublié à celui d'un village participant à l'humanité actuelle, en devenant, entre autres, responsable de l'équilibre écologique mondial, dont le premier acte est de favoriser le développement de la forêt. Le feu sera définitivement éteint.